Imaginez, vous venez de naître il y a 3 jours à peine. Après du temps passé à la maternité, vous voilà dans ce qui sera votre maison pour les 20 prochaines années. Elle, vous la connaissez bien, c'est maman. Lui, vous avez beaucoup entendu sa voix quand vous étiez dans son ventre à elle, c'est papa. Et puis il y a tous les autres que vous rencontrez. Papy et mamie sont là pour vous gâter. Ah, vous êtes bien ici, c'est calme, c'est paisible. Enfin, la plus grande partie du temps. Et puis un jour, vous comprenez qu'il se passe quelque chose. Vos parents ont des trucs à faire pendant la journée. Ça s'appelle le travail, il paraît. Alors, ils vous emmènent dans un endroit où l'on prendra soin de vous. Vous avez peur? Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Dans la réalité, en Fédération Wallonie-Bruxelles, des milliers de bébés vivent cette grande étape chaque année. En tout, ils sont près de 67 000 à fréquenter en milieu d'accueil. À Jalais, en province de Liège, ce matin-là, ce sont Jonas et Léonie, 2 jumeaux de 2 mois et demi à peine, qui expérimentent leur tout premier jour en crèche. Un moment suspendu, chargé d'émotions. Avec cette petite inquiétude, difficile à nommer, quand on confie ce que l'on a de plus précieux. Bonjour. Comment ils vont? Ça va bien. C'est bien éveillé. Ah non, Jonas s'est endormi entre-temps. Ah, ok. Je vais noter qu'ils sont endormis. Il y a quelques minutes. Oui, il est dans la voiture ici en arrivant. Les bras rassurants des parents laissent place à un nouvel univers et surtout, une rencontre essentielle. On va aller jouer avec les copains? Oui. Celle de leur puéricultrice, Oui, j'attends. qui va les accompagner pour les 2 prochaines années. Bonjour. Vous voulez que je te prête le bonnet? Bonjour. Premier jour où les 2 bébés, vous restez tout seul à la crèche. Oui, c'est ça, oui. C'est comment pour vous? C'est sûr que c'est encore des tout petits bouts, ça va pas être facile, mais bon, il faut bien. L'accueil se veut attentif, personnalisé. Ici, on prend le temps pour accompagner chaque enfant à son rythme. Tu peux encore aller un peu dans les bras de maman? Petit câlin avant de s'en aller. Allez. On va être très fort. Oui. C'est fou comme ça, la calme. Ouais. Tantôt. On dit tata, maman. Si ce moment est difficile pour la maman des jumeaux, Amanda Kérué a su la rassurer. Pour gérer la crèche comme des grands. Eh oui. Cette puéricultrice exerce son métier depuis 4 ans. Sa mission est toujours la même. Créer un lien avec les enfants, les rassurer, les observer, comprendre leurs besoins. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce métier? Ouais, c'est le contact avec eux, de les voir évoluer, qu'ils apprennent à marcher. Donc, on voit vraiment l'évolution au jour le jour et c'est ça qui me plaît, quoi. Dans cette crèche subventionnée, les conditions permettent ce travail de qualité. Le temps, les moyens, l'encadrement sont là. Tout est réuni pour que cette première séparation se passe bien. Oh oui, petit froid. Mais cette réalité est loin d'être celle de toutes les crèches. On a les fesses toutes sèches. Ben, j'ai beaucoup de connaissances qui sont puéricultrices. Donc, du coup, on discute encore assez souvent. Et je sais que c'est pas facile partout, qu'il manque des moyens. Donc, voilà. Le manque de moyens, c'est bien de ça dont on va vous parler. Car la douceur de ce premier jour n'est hélas pas le reflet du quotidien dans tous les milieux d'accueil. Le secteur est sous-financé et vous le verrez, cela peut avoir de lourdes conséquences. Pour cette enquête, tout est parti d'une simple question sur les crèches. Comment tout ceci fonctionne? En tirant sur ce fil, on pensait trouver une réponse claire, des chiffres, des règles. Mais on a trouvé une pelote qui s'est emmêlée. Ici, on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante, extrêmement critique.
Derrière les portes colorées et les rires d'enfants, on a trouvé une réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. On se demande pourquoi est-ce que c'est pas plus simple? Pourquoi est-ce que c'est pas plus facile? À chaque nœud qu'on pensait défaire, un autre est apparu, plus serré encore. Des familles en quête d'une place, des autorités débordées, des professionnels à bout. On cherchait pas spécialement le bonheur de l'enfant. On n'avait pas le temps. Entre manque criant de moyens, inégalité entre privé et public et contrôle insuffisant, la corde semble prête à rompre. On va travailler avec la boule au ventre, en pleurant parfois, parce qu'on doit laisser notre enfant à des personnes en qui on n'a pas confiance en fait. Alors, pendant plusieurs mois d'enquête, on a décidé de dénouer chaque nœud, un à un, pour comprendre comment on en est arrivé là, dans un système à bout de souffle. On va commencer notre enquête par le début, trouver une place en crèche. Mais la tâche est compliquée car chez nous, il n'y en a pas assez. Radja vit au Bonvillers, dans l'arrondissement de Charleroi. Après la bonne nouvelle de l'annonce de sa deuxième grossesse, elle a dû, comme beaucoup de parents, entreprendre rapidement des démarches pour trouver une crèche pour son bébé. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je vous appelle pour avoir quelques renseignements. Dans sa région, le manque de place en crèche est criant. Ah oui, ok. Mais j'avoue que là, c'est un peu tellement compliqué que je préfère me mettre sur différentes listes. Trouver un milieu d'accueil relève presque du miracle. Je vais continuer mes appels. Donc vous avez eu beaucoup de refus comme celui-là quand vous appelez? Oui, on me disait d'entrée de jeu, non, il n'y a pas de place. Et c'est vrai que là, du coup, en fait, je barrais tout de suite. C'est quoi ce document-là? Mais là, du coup, avec mon mari, on a décidé d'élargir notre recherche. Donc, j'ai listé toutes les communes à maximum 40 minutes d'ici en voiture. Et donc, c'est le numéro de téléphone de toutes les crèches. Et vous en avez appelé combien? J'en ai déjà fait pas mal. Et il m'en reste encore... je pourrais encore en faire d'autres. C'est quoi, c'est une vingtaine, une trentaine? Oh, là, je crois qu'on est plutôt dans la petite centaine. Une centaine de crèches? Ouais. Depuis peu, Radja a trouvé un plan B, une place dans une crèche qui lui convient. Ça va, super, merci à vous. Au revoir. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un milieu d'accueil privé qui demande 800 € par mois par enfant. Alors, elle continue ses recherches en espérant trouver un établissement moins cher. C'est vrai qu'on a trouvé la crèche, on était rassurés, mais avant ça, j'avais peur de me dire, mais en fait, si je trouve pas de crèche, comment est-ce qu'on fait par rapport au boulot? Et puis je pense que trouver une crèche, on peut trouver, mais à des prix, parce que là on est à 800 €, mais il y a des crèches qui m'ont, où on m'a dit c'est 1 000 € par mois. Et là on se dit 1 000 €, c'est pas possible. Enfin, il faut encore pouvoir vivre à côté de ça. Et oui, au niveau financier, est-ce que si vous devez mettre votre enfant dans cette crèche, ça aura un impact sur votre quotidien? Je pense que pendant 2 ans, on se fera un peu moins plaisir. Et c'est vrai qu'au niveau de la maison, on se dit à ce moment-là, on touche du bois, mais pour qu'on n'ait pas une tuile, une grosse réparation, voilà, ça va être pendant 2 ans, on va survivre. C'est plutôt ça. Même quand on a 2 salaires corrects, je pense aussi aux personnes qui n'ont pas ces 2 salaires corrects, comment est-ce que ces personnes peuvent survivre? Ça vous questionne, ça, de devoir faire autant de démarches pour trouver un lieu d'accueil? Oui. On se demande pourquoi est-ce que c'est pas plus simple? Pourquoi est-ce que c'est pas plus facile à ce niveau-là? C'est facile de trouver une école pour un enfant. Pourquoi est-ce qu'on doit autant se casser la tête pour une crèche? La situation que vit Radja est rencontrée par des milliers de parents. Chez nous, plus de la moitié des familles ont des difficultés à trouver une crèche qui peut accueillir leur enfant. Cette problématique inquiète Madeleine Guillot, la présidente de la Ligue des familles. Après avoir réalisé un baromètre auprès des parents, la Ligue estime que seul un enfant sur 3 pourrait être accueilli en crèche. Il manquerait près de 15 000 places en Fédération Wallonie-Bruxelles. Par rapport aux parents, la situation est vraiment critique puisqu'on sait qu'il n'y a pas assez de places en crèche. Depuis 2019 jusqu'à mi-2024, on a perdu en fait 1700 places en crèche. Donc actuellement, les parents ont vraiment des grandes difficultés à trouver une place en crèche. Tous les 2 ans, on réalise un baromètre des parents
Notre baromètre 2024 nous indique des chiffres qui sont vraiment très préoccupants. C'est-à-dire qu'on est avec plus de 60% des parents qui nous ont indiqué qu'il est difficile, voire très difficile de trouver une place en crèche. Un gros tiers qui n'ont pas trouvé de place en crèche alors qu'ils en avaient besoin. Et enfin, près d'un quart des parents ont dû arrêter de travailler ou réduire leur temps de travail faute de place en crèche. Donc on est vraiment avec une situation qui est extrêmement contraignante pour les parents pour pouvoir équilibrer leur vie professionnelle et vie familiale. Mais au-delà de ça, on sait aussi que quand on doit s'occuper d'un enfant à la maison, ce seront majoritairement les mères en fait qui vont s'en occuper. On sait qu'on a à peine 20% des pères qui disent qu'ils s'occuperont de l'enfant, qu'ils s'occupent de l'enfant faute de place en crèche. Donc il y a aussi des enjeux vraiment d'égalité de genre au sein du couple de parents. Pour la Ligue des familles, ces questions relèvent d'une vision plus globale de notre société. Soit on est dans un positionnement d'une société qui a décidé que l'éducation des enfants est une priorité et elle commence dès le plus jeune âge, soit on est avec une société qui ne voit pas ou décide de ne pas mettre la priorité sur vraiment la question de l'éducation des enfants. Ici, on est en tout cas dans une situation qui est extrêmement préoccupante, extrêmement critique et qui n'est pas tout le temps comme ça dans tous les pays d'Europe. En tout cas, on n'est pas le meilleur élève. Malgré ce cri d'alarme, le secteur va devoir se serrer la ceinture. La ministre de la Petite Enfance a annoncé sa volonté de diminuer les moyens investis de 74 millions d'euros. Pour comprendre d'où l'on vient, on vous propose un petit retour en arrière, jusqu'au 19e siècle. Quand les parents travaillaient, les enfants restaient seuls à la maison, ou pire, dans la rue. C'est en 1879 à Bruxelles que l'on ouvre la première crèche officielle de Belgique, inspirée par le modèle français. À l'époque, c'était surtout pour garder les enfants des ouvrières, pendant que l'industrie tournait à plein régime. Puis en 1919, boum, naissance de l'œuvre nationale de l'enfance, l'ONE. Créée dans l'après-guerre pour lutter contre la mortalité infantile, l'ONE va tout doucement structurer les soins, l'hygiène et les crèches. Il faut attendre les années 60 et l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail pour voir apparaître des crèches un peu partout dans notre pays. Et aujourd'hui, l'accueil de la petite enfance est un enjeu majeur. Entre manque de place, qualité d'encadrement et accessibilité, la crèche, c'est bien plus qu'un service. C'est un miroir de notre époque. Aujourd'hui, c'est donc l'ONE qui a la mission d'accueillir les enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Déborah de Wulf en est l'administratrice générale depuis le mois de juin dernier. L'ONE est un magnifique outil au service des enfants et des familles en Fédération Wallonie-Bruxelles et je pense que ça doit le rester. L'ONE est vraiment régulateur, c'est-à-dire que nous donnons les autorisations d'ouverture des milieux d'accueil, nous subventionnons les milieux d'accueil et nous contrôlons. La plupart des gens nous disent on a besoin de l'ONE, on veut toujours de l'ONE dans le paysage institutionnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, l'ONE doit certainement évoluer aussi dans ses pratiques, on doit aller vers davantage de transversalité, on doit encore être beaucoup plus orienté usager, être en dialogue permanent avec le terrain, encore plus que ce qu'on ne le fait maintenant, j'en suis bien consciente. Le terrain, c'est justement là où on vous emmène. En enquêtant, et malgré ce discours rassurant, on a vite compris que dans beaucoup de crèches en Fédération Wallonie-Bruxelles, le personnel est sous pression. La pénibilité du métier dans certains établissements reste tabou. Tellement tabou que lorsque l'on a voulu filmer cette réalité, il était difficile de trouver une crèche qui nous ouvre ses portes. À force de recherches et de rencontres, une crèche a finalement accepté de nous accueillir. Et on n'était pas au bout de nos surprises. À Investigation, on a l'habitude de devoir composer avec des interlocuteurs parfois compliqués. Cette fois, ce sont surtout des bébés qui nous ont donné du fil à retordre. C'est ma copine, oui. Tiffaine, par contre, elle, sait parler aux bébés. Elle en est à sa 2e année de stage à l'IFA-PME et elle est tombée en amour pour ce travail. Au début, je voulais travailler en maternelle. J'ai essayé, mais c'était pas du tout le même contact. C'était très scolaire, quoi. C'était pas du tout pareil. Donc j'ai fait un stage en crèche pour tenter et je me suis rendu compte que c'était ça, quoi, qui me faisait vibrer, qui me donnait envie. Regarde dans la maison. Coucou. Oh, coucou le loup. Aucune journée ne se ressemble.
déjà. Les liens qu'on crée aussi, parce que l'air de rien, on crée des liens avec les petits bouts. Oui. Tout va bien, tout va bien. Oui, j'arrive. J'éponge beaucoup les émotions des enfants et c'est vrai que parfois après en rentrant, quand c'est des journées un peu plus compliquées où ils ont beaucoup pleuré, crié, Ah, comment Félix? on est vidé émotionnellement, je trouve. T'as fait pipi, bravo. Coucou, ma poulette. On a fait un gros dodo, dire. On va laisser le copain s'endormir. Le jour de notre tournage, 4 puéricultrices s'occupent de 14 enfants. C'est le double de la norme demandée par l'ONE, qui est d'1 puéricultrice pour 7 enfants. Malgré cela, après seulement quelques minutes, on s'est vite rendu compte des difficultés du métier et de la réalité d'un travail aussi exigeant qu'essentiel. Mais parfois, le calme revient et il y a des petits instants de qualité. Est-ce que c'est pour des petits moments comme ça qu'on aime son métier? Oui, les petits moments, les moments privilégiés, comme on appelle ça, où on peut profiter pleinement des petits moments. Et puis ça repart. Rassurer, changer, câliner, nourrir les enfants. Tout s'enchaîne et parfois c'est compliqué de prendre une pause. On a 30 minutes de pause dans la journée et on la prend quand on sait la prendre souvent. La première qui est arrivée par la première en pause, pendant qu'une autre surveille la sieste. Et alors on tourne comme ça, mais il n'y a pas d'heure fixe, on la prend quand on a le temps de la prendre. Parfois c'est difficile. Ça dépend un peu du nombre de personnes qu'on est, du nombre d'enfants, mais ouais, parfois c'est un peu difficile, donc on la prend ici avec eux, on mange vite et puis on continue avec eux, quoi. Et Sophia, elle est où? Elle est là. En Belgique, on compte environ 51 000 puéricultrices, dont l'âge moyen est de 39 ans, avec une ancienneté moyenne de 8 ans. Leur salaire est au départ de 2 500 € bruts, ce qui en fait l'une des fonctions les moins bien payées du secteur non marchand. Le quotidien que l'on vient de vous montrer est déjà bien chargé ici. Mais quand il manque de personnel, la situation peut devenir ingérable. Nous avons été en contact avec de nombreuses puéricultrices démotivées et épuisées. Émilie est la seule qui a bien voulu s'exprimer devant notre caméra. On avait parfois tellement d'enfants que du coup, on s'appelait parfois les pieuvres. Il y a trop de choses à faire. Si aujourd'hui elle travaille dans un milieu d'accueil de qualité, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant 4 ans, elle a souffert au quotidien. On est dans une entreprise qui était plutôt une industrie. Enfin, je veux dire, on ne cherchait pas spécialement le bonheur de l'enfant. En soi, on n'avait pas le temps. Du coup, c'était beaucoup à la chaîne. L'ONE a décrété qu'il y avait une puéricultrice pour 7 enfants. Et ça peut très bien se faire quand on est dans le milieu avec les grands, donc les grands à partir de 2 ans. Là, les grands, on peut s'en occuper. Une puéricultrice pour 7, oui, c'est faisable. On sait les occuper avec des petites activités, avec des lectures, avec des bricolages, etc. Mais un enfant de 6 mois ne sait pas du tout ce que c'est la patience. Donc imaginez-vous une puéricultrice avec 7 enfants au moment où ils ont tous besoin de manger parce qu'un va donner l'envie à l'autre. L'enfant, à ce moment-là, il suit ses besoins. Donc il sent l'odeur, il a faim, il veut manger là maintenant. Une puéricultrice pour 7, on ne sait pas le faire. Dans notre crèche ici, on avait parfois tellement d'enfants qui demandaient tellement nos mains, nos bras, avaient besoin de nous que du coup, on s'appelait parfois les pieuvres. On est une main sur le bébé en chaise, une main avec un autre qui peut-être vient nous demander réconfort, une main pour un bébé qui est dans un relax, enfin un pied plutôt en train de le balancer, enfin voilà. On fait comme on peut à ce moment-là et le problème c'est que c'est dans le bruit. Donc c'est épuisant pour eux, c'est épuisant pour nous. C'est des journées assez dures physiquement et surtout mentalement en fait. On a moins de patience, moins de tolérance. On a cet aspect de il y a un bébé qui attend quelque chose de nous. Et malheureusement, ça fait partie des premiers mois de sa vie.
s'il entend hurler les premiers mois de sa vie, s'il entend des personnes qui sont démotivées, qui n'ont pas le temps, enfin, c'est quand même dramatique, je trouve. Les réalités du métier de puéricultrice ne sont généralement pas connues du grand public. Émilie l'a constaté à de nombreuses reprises. Ça m'est arrivé une fois à un enterrement de vie de jeune fille où la majorité des filles n'étaient pas du tout dans le domaine de la petite enfance. Et certaines étaient mamans, donc d'enfants qui étaient en crèche. Et la question, ça a vraiment été, mais en fait, tu fais quoi de tes journées? Ah ben, là, Alors, je me suis dit, soit je rigole, soit je pleure. Ces personnes-là ne se rendent pas compte du temps qu'on investit et qu'on donne de notre personne pour les petits bouts qu'ils font et qui déposent peut-être à 7 h du matin et qui viennent rechercher à 18 h, en fait. On fait énormément pour eux. Cette réalité, vécue par de nombreuses puéricultrices, a des conséquences réelles sur les enfants. Pour en faire état, nous nous rendons à Paris. Là-bas, nous avons rendez-vous dans une ludothèque avec Frédéric Groux. Bonjour, merci d'être venu. Un pédopsychologue dont l'expertise n'existe nulle part ailleurs. Cela fait des années qu'il enquête sur le milieu de la petite enfance partout en francophonie. Là, vous avez une partie des 600 témoignages sur une petite dizaine d'années. Et c'est la masse d'informations que j'ai récoltées pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans les crèches et les différentes formes de violence qu'on retrouve. Cette pile de témoignages, Frédéric Groux les a recueillis après avoir lancé un appel à témoins. Il ne s'attendait pas à autant de récits. Au début, c'est essentiellement des professionnels. À partir de 2010, j'anime des formations pour les professionnels et les professionnels progressivement me parlent des difficultés qu'ils rencontrent. Au début, c'était plutôt en cachette. Et puis au fur et à mesure, les professionnels en parlent ouvertement pendant la session de formation. Et j'ai commencé à mener des enquêtes, au départ en faisant des annonces sur les réseaux sociaux, en disant voilà, je mène une enquête, j'aimerais avoir vos retours sur ce qu'on appelle les violences institutionnelles. Mais en fait, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus de formes de violence qu'on le disait. J'ai des témoignages de Belgique, de Suisse, du Canada, de France et de personnes qui vivent dans d'autres pays. Donc on retrouve des témoignages à peu près partout et parfois c'est pas que dans une crèche. Des fois c'est ce qu'on appelle le nomadisme. Ils ont fait plusieurs crèches et se sont retrouvés dans plusieurs crèches défaillantes. Ce psychologue se fait désormais le porte-parole de ces violences institutionnelles, causées par le dysfonctionnement global du système. Quand vous arrivez le soir à la crèche, on va vous dire il a bien mangé, il a fait caca. Vous allez dire, tout s'est bien passé. Mais par contre, on ne va pas vous dire que, en fait, il avait besoin d'être accompagné à la sieste, mais qu'il y avait 2 autres enfants à nourrir, que ce soit au biberon ou à la cuillère, ça met du temps, et que personne n'était disponible. On ne va pas vous dire que certaines crèches, par manque de personnel, peuvent oublier de changer une couche. Du coup, vous allez retrouver un érythème fessier. On ne va pas vous dire qu'un enfant a pleuré longtemps parce qu'il s'est retrouvé seul. Ça, à l'heure actuelle, c'est encore mis sous silence. De plus en plus de professionnels et de parents s'en rendent compte. Mais ça reste des violences chroniques qui ne sont pas encore, on va dire, médiatisées parce qu'on préfère mettre plutôt du sensationnel, c'est-à-dire les enfants qui sont tapés, les enfants qui sont violentés, mais la violence chronique des crèches, à l'heure actuelle, tout ce qui se passe en crèche est encore masqué par d'autres problématiques. Dans les crèches, vous allez avoir des problèmes de recrutement parce qu'il y a une pénurie de professionnels qui refusent de travailler sous certaines conditions et il y a de moins en moins de professionnels qui se dirigent vers les crèches. Donc du coup, vous allez avoir des professionnels avec beaucoup d'enfants et des difficultés pour travailler parce que ils n'ont pas assez de bras pour le faire. Donc pour moi, il n'y a pas de crèche qui peut se dire « je n'ai pas de violence institutionnelle ». Ce n'est pas possible. Pour pallier cette pénurie, qui perdure depuis de nombreuses années en Wallonie, une formation en auxiliaire de l'enfance a vu le jour. On va aujourd'hui essayer d'affiner encore un peu plus les besoins des tout-petits. Elle s'adresse aux adultes qui apprendront le métier lors d'un cursus intensif de 12 mois. C'est une formation ici vraiment qui met l'accent sur la relation à l'enfant,
au-delà des techniques. Bien mettre un linge, bien porter, tout ça c'est important et on va aussi le faire, mais ça ne suffit pas. Et donc il faut vraiment mettre l'accent sur cette relation privilégiée qu'on doit avoir avec les tout-petits. Comment est-ce que, en 0-3 ans, vous allez faire pour essayer de répondre le plus possible aux besoins de sécurité affective des tout-petits? C'est pas un exercice si facile que ça, hein. Tous les cours ici vont entrer dans mais qui sont ces bébés? Dès la naissance, comment est-ce qu'ils se développent? Se mettre à la hauteur et le regarder. Et on va mettre 12 mois pour affiner le plus possible une définition qui ne sera pas figée, qui devra encore évoluer. Après les cours théoriques, les étudiantes appliquent la matière apprise dans des mises en situation pratiques, sous forme de jeux de rôle avec des poupées. Sur les petits lits. Super. Ensuite, elles seront envoyées sur le terrain pour plusieurs semaines de stage. Quel est le retour de vos stagiaires qui font leur stage en crèche? Comment ça se passe de manière générale? C'est pas toujours évident. Alors, il y a plein de choses qui se passent bien, plein de choses qui me reviennent, qui sont parfois compliquées. Elles voient des choses qui ne sont pas les choses qu'on a essayé de leur transmettre, qu'on leur a enseignées. Même un bébé de 3 mois sent qu'il est accueilli. Et moi, qui suis parfois en contact avec des professionnels de terrain, il y a des choses, par exemple, qui m'insupportent à l'heure actuelle. J'entends encore des choses comme, on va être franche, il y a la théorie et il y a la pratique. Mais non, on doit tenter d'appliquer le plus possible la théorie sur le terrain. Est-ce que, selon vous, le personnel qui travaille dans les crèches aujourd'hui manque d'une bonne formation? J'ai décidé d'être honnête. Oui, c'est ce que je ressens. Ouais. C'est qu'il manque sincèrement cette notion de relation à l'enfant, vraiment. À ce stade de notre enquête, on doit vous expliquer comment est divisée la grande famille des crèches et comment celles-ci sont financées. Sans doute, imaginez-vous que d'une part, il y a les crèches publiques et d'autre part, les crèches privées. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a d'un côté les crèches subventionnées qui reçoivent de l'argent de l'ONE via la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le personnel et les frais de fonctionnement. Une partie de ces crèches sont publiques, attachées à des communes ou des CPAS. D'autres sont des ASBL, donc des crèches privées. Certaines ont aussi des aides à l'emploi des régions. Enfin, elles touchent de l'argent au travers de la participation financière des familles. Dans ces crèches, les parents payent en fonction de leur salaire, avec un plafond maximum de 900 € par mois pour les familles les plus aisées. Pour certains parents à très faible moyen, la crèche est gratuite. En Wallonie et à Bruxelles, 75% des places d'accueil sont subventionnées de la sorte. Vous suivez toujours? De l'autre côté, il y a les crèches dites non subventionnées par l'ONE. Ici aussi, des crèches privées. La plupart sont des ASBL. Une partie de ces crèches touche un petit subside de l'ONE pour payer une partie du salaire de la directrice. Certaines ont aussi des aides à l'emploi des régions. D'autres n'ont aucune aide publique. Et puis il y a bien sûr la participation des familles, qui ici prend une grande part au budget. Dans ces structures, les parents payent un forfait mensuel, le même pour tout le monde, quel que soit leur revenu. Ici, pas de plafond maximum, c'est la direction qui décide du prix d'une place. On l'a constaté sur le terrain, la réalité vécue dans les crèches subventionnées et non subventionnées n'est pas la même. En cause, les inégalités financières qui créent un mal-être chez certaines directrices de petites structures privées. À chaque fois que j'ai envie de créer quelque chose, tout s'écroule. En enquêtant, nous avons rencontré Sylvie. C'est un nom d'emprunt. Elle est directrice d'un petit milieu d'accueil non subventionné à Bruxelles depuis plus de 20 ans. Elle a fait le choix de témoigner sous couvert d'anonymat. Pourquoi vous avez choisi de témoigner à visage caché? Vous avez peur de quoi? J'ai peur, non, je suis prudente, voilà. Je reste quelqu'un de prudent. Et je me dis,
Je ne sais pas comment l'ONE va réagir suite à votre émission, honnêtement. Je ne sais pas et je m'en prémunis. Depuis quelques années, je vis une situation financière qui n'est pas du tout évidente. C'est très, très compliqué. Malgré mes subsides, je n'y arrive pas. Et j'ai pas envie de me séparer de mon personnel. Écoute, voilà, tu coûtes trop cher, salut, au revoir. Non, c'est pas ça. Donc je m'accroche. J'ai augmenté les participations financières des parents, mais je ne sais pas jusqu'à quelle somme d'argent je vais devoir augmenter. Si c'est pour atteindre des sommes exorbitantes par mois de 900 ou 2000 euros, je ne sais pas si dans quelques années, je vais arriver à remplir ma crèche. Parce que ce sont des sommes exorbitantes, on en est bien consciente. Est-ce que ces problèmes financiers, vous avez peur qu'à un moment donné, ça vienne impacter d'une manière ou d'une autre ça l'impacte. Les enfants? Bien sûr, ça les impacte. Je suis beaucoup plus stressée aussi. Donc à un moment donné, je passe plus de temps dans mon bureau alors que je voudrais passer du temps avec les enfants. Des propos comme ceux-ci, nous en avons recueilli plusieurs. Aujourd'hui, elle reste dans une insécurité constante. J'ai vraiment le sentiment d'une impuissance. Et c'est un éternel recommencement. Et c'est ça qui est frustrant. Vous avez déjà envisagé de fermer votre crèche? Oui. Oui. Oui, oui, oui. J'ai eu peur quelquefois. Très, très peur, oui. Le ressenti de Sylvie est partagé par de nombreuses directrices de petites structures privées en difficulté financière. On a vraiment été très déçus. La FEMAP, la fédération qui représente le non subventionné, estime que ces crèches sont souvent mises de côté par les pouvoirs publics. Nous, tierces, on a été qualifiés comme dérangeants. Pourtant, on ne coûte 0 francs, 0 centimes au pouvoir public. Puisque nous sommes complètement indépendants, nous vivons de ce qu'on appelle les PFP, donc les participations financières des parents. Nous ne vivons que de ça. C'est un manque de considération et qui pousse à bout, finalement, ces directrices qui se donnent corps et âme pour faire en sorte que le milieu soit de qualité comme on nous le demande. C'est très, très, très difficile. On voudrait vraiment, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous, on ne veut plus scinder le non subventionné et le subventionné. On fait le même métier, on est issus de la même passion, nous avons les mêmes normes. On voudrait pouvoir travailler ensemble pour améliorer tout ça. Les inégalités financières entre les différents milieux d'accueil, le manque de place, la pénibilité du métier de puéricultrice, les maltraitances institutionnelles. En enquêtant, on comprend que tout ceci peut entraîner une réalité encore plus difficile à montrer. Celle des mensonges, des violences physiques ou verbales, des humiliations. Si elles ne touchent qu'une minorité de crèches, ces violences perpétrées sur les enfants existent toujours chez nous. Élodie est une ancienne puéricultrice. Elle a quitté le milieu car elle en est dégoûtée. J'ai senti venir le déclin du secteur et j'ai décidé de me reconvertir complètement. Et pour cause, Élodie a assisté à plusieurs reprises à de la violence. Son expérience traumatisante a débuté au moment de son premier stage. Quand on débarque dans le milieu et qu'on ne connaît pas et qu'on est petite stagiaire, on observe, mais on ne sait pas trop si c'est normal, pas normal. Et puis évidemment, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que ce qu'on voit, c'est pas tout à fait normal. J'ai pu observer des gestes de la part de la directrice elle-même pour prendre les bébés, pour les changer, par exemple. Elle ne se baissait pas. Elle les attrapait par le body et elle les soulevait par le vêtement. Il y avait quand même beaucoup de cris sur les enfants. Et on en venait nous-mêmes, en tant que stagiaires, à hausser le ton aussi parce que tout était réuni pour qu'on perde très vite patience. Je me suis déjà retrouvée avec une dizaine d'enfants seuls avant qu'une de mes collègues n'arrive. Alors que vous étiez stagiaire? Alors que j'étais stagiaire. Ça, c'est autorisé? Pas du tout. Et c'est arrivé plus d'une fois dans ce milieu d'accueil où il y a eu des incidents parce qu'on était en sous-effectif.
par rapport au nombre d'enfants. Alors forcément, il y avait des contrôles de l'ONE dans cette crèche, comme dans toutes les crèches. Oui, normalement, oui. C'est-à-dire? En plus d'1 an, je n'ai jamais eu un seul contrôle de l'ONE dans ce milieu d'accueil, malgré les plaintes qui avaient été faites. Il y avait des plaintes qui avaient été formulées? Il y a des parents qui ont contacté l'ONE pour se plaindre et on n'a jamais eu un seul contrôle de l'ONE après ça. C'est quoi votre réaction, vous, quand vous avez constaté ça, que l'ONE n'est jamais venue? C'est honteux. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez eux. Peut-être qu'eux aussi manquent d'effectifs, évidemment. Mais un milieu dans lequel on accueille des jeunes enfants comme ça doit être contrôlé plus d'1 fois par an pour moi. Je pense que c'est aussi parce que malheureusement, on manque de milieux d'accueil. Et donc, si on ferme à chaque fois qu'il y a une plainte, il y aurait encore moins de milieux d'accueil, encore moins de place. Mais c'est pas normal de fermer les yeux sur ce genre de choses malgré le manque de place en crèche. Ce que vous avez vécu, selon vous, ce n'est pas un cas isolé? Non, pas du tout. Faire confiance à un milieu d'accueil, c'est parfois compliqué pour les familles. Mais pour Candice et Antoine, tout avait bien commencé. Ils ont trouvé un milieu d'accueil pour leur fils Nathanaël, alors qu'il était âgé de 6 mois. La crèche Nidou, en région utoise, acceptait d'accueillir leur fils 2 jours par semaine, alors qu'ils étaient à la tête d'un restaurant à l'époque. C'est bien, mon cœur, tu t'en sors bien. Quand ils amenaient leur enfant le matin, c'était avec la conviction qu'il était entre de bonnes mains. La directrice avait gagné leur confiance, mais selon eux, ça n'était qu'un leurre. Les fausses promesses qu'elle a pu nous faire au début, tout ce qu'elle nous a promis, tout ce qu'elle nous a fait miroiter, rien n'a été respecté. On a placé notre confiance en cette personne et ça a été un vrai coup de poignard en fait. On s'est dit, on a été complètement trahis. C'est d'abord le manque de communication avec le personnel qui lui a mis la puce à l'oreille. Tous les jours, on nous disait la même chose. Il a bien mangé, il a bien dormi. On n'avait pas du tout d'autres informations. Donc vous pensiez que ces retours, ils étaient inventés? Oui, oui, complètement. Parce qu'il y a des moments où notre fils n'était pas super en forme, on savait qu'à la maison il mangeait pas bien. Un enfant ne peut pas tous les jours bien manger, c'est pas possible. On savait pas ce qui se passait, on n'avait pas forcément confiance, mais on savait rien faire en fait. On se sentait un petit peu... on se disait, je suppose que c'est comme ça que ça doit aller. Un jour, Candice reçoit un message qui l'alerte. Il est envoyé par une des puéricultrices avec qui elle a de bons contacts. Et là, on m'a dit, fais attention, je pense que tu devrais vraiment retirer ton enfant. Et on se dit, c'est quand même inquiétant de savoir qu'une puéricultrice, donc une personne qui est sur place, puisse dire ça. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qui cloche vraiment, et on a directement retiré Nathanaël de la crèche. Nous avons réussi à entrer en contact avec la puéricultrice lanceuse d'alerte et 2 de ses collègues. Celles-ci nous racontent les faits dont elles ont été témoins, mais refusent de s'exprimer devant notre caméra. Leurs propos ont été rejoués, les prénoms des enfants ont été remplacés. Leurs témoignages mettent en cause la directrice de l'établissement et une autre puéricultrice. Léo était assis sur une chaise, il ne se tenait pas correctement et ne savait pas manger seul avec sa fourchette. La puéricultrice a pris un saladier en verre vide et a tapé à 3 reprises sur sa tête avec. La puéricultrice a forcé Lucie à manger ses fruits tous les jours. Il est arrivé une fois que Lucie s'est mise à vomir et ses glaires sont tombées dans son bavoir. La puéricultrice a remis les glaires dans le bol et a forcé l'enfant à manger à nouveau. Pour punition, les enfants allaient sur une chaise haute tournée vers le mur et la puéricultrice poussait le dossier jusqu'à ce qu'il baisse la tête pour ne pas la regarder. Elle semblait satisfaite lorsque l'enfant commençait à pleurer, comme s'il devait se soumettre. La puéricultrice ne changeait jamais la couche des enfants avant midi. S'il y avait des débordements, elle s'énervait en disant « ça me saoule, je te changerai après ». Donc nous faisions le change nous-mêmes. Nora, âgée de moins d'1 an, est tombée d'une chaise haute car elle n'était pas attachée et sans surveillance. La directrice n'était pas présente ce jour-là et elle a dit qu'on devait dire aux parents qu'elle était tombée du relax. Depuis les faits dont elles ont été témoins dans cette crèche, ces 3 puéricultrices ont quitté le secteur de la petite enfance, dégoûtées.
Suite aux graves dérives pointées par ces puéricultrices, de nombreux parents de la crèche portent plainte auprès de l'ONE. Dans nos recherches, nous mettons la main sur un rapport rédigé en 2023. Ce qui nous surprend, c'est qu'on découvre que cette plainte n'est pas la première. L'ONE a reçu des plaintes de puéricultrices, médecins, parents. La première a été déposée en 2010, les suivantes en 2015, 2018, 2020. Malgré cela, pendant toutes ces années, les choses n'ont pas évolué. Après avoir entendu ces témoignages, les parents ont insisté pour que leurs plaintes soient prises en compte, mais là encore, l'ONE n'a pas agi. Il n'y a rien qui a été fait. Il a vraiment fallu taper du poing plusieurs fois pour que ça soit vraiment pris en compte. C'est assez inquiétant de se dire que ce système qui est mis en place pour protéger les enfants ne réagit pas. Dans ce cas-là, qui est quand même un cas hyper grave, où on sait qu'il y a quand même de la maltraitance, qu'il y a une dénonciation de la part des puéricultrices qui travaillent sur place et des parents, il n'y a rien qui a été mis en place directement. Alors, c'est pour ça qu'à un certain moment, beaucoup de parents se sont tournés vers la police. Depuis lors, le tribunal s'est emparé du dossier. Nous avons contacté les parents qui attendent impatiemment que la justice fasse son travail. De son côté, Candice vit dans l'incertitude. Elle a peu d'informations sur ce qui est arrivé à son fils. En 2 ans, elle s'est imaginé les pires scénarios. Ça nous inquiète toujours, parce que c'est quand même assez perturbant de se dire pendant un an et demi, il a été avec des personnes qui ont pu lui faire du mal et on ne savait pas. C'est horrible en fait de savoir ça. On n'a pas le choix de laisser nos enfants pour pouvoir aller travailler. On ne le fait pas parce qu'on en a envie. Et il faut qu'on ait confiance en les personnes à qui on va laisser nos enfants, parce que sinon c'est horrible. On va travailler avec la boule au ventre, en pleurant parfois, parce qu'on doit laisser notre enfant à des personnes en qui on n'a pas confiance en fait. La crèche Nidou a fermé en 2023. La directrice n'exerce plus aujourd'hui. Nous l'avons contactée, mais elle refuse toute demande d'interview. Après avoir recueilli ces témoignages, nous décidons de faire état de cette situation à la Ligue des familles. Ma première réaction, c'est que je suis quand même atterrée par ce que je lis, puisqu'on est quand même dans une situation où il y a eu des actes, des faits qui ont été répétés, avec une procédure très très longue. On se demande bien ce que l'ONE d'ailleurs a retenu comme signaux d'alerte, puisqu'il semblerait qu'il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. Ici, on est vraiment dans une situation très très longue, mais ça prouve aussi que c'est sans doute pas très populaire en fait de faire fermer un milieu d'accueil alors qu'on est avec une situation de pénurie de places en crèche qui existe depuis longtemps. Est-ce qu'après avoir parcouru le rapport, selon vous, il y a eu des manquements de la part de l'ONE dans ce cas-ci? En tout cas, c'est ce qui est indiqué, ce qui semble transparaître, c'est que l'ONE a reçu en tout cas des informations et il n'a pas mis en place d'actes forts par rapport à ce milieu d'accueil. Ça a traîné. Alors moi, je ne peux pas répondre en fait à la place de l'ONE, mais c'est sûr que sur le traitement ici qui a été effectué, on peut se poser des questions. À ce stade de notre enquête, tous les témoignages convergent vers un point sensible, les contrôles, et un acteur central, l'ONE. Alors, une question s'impose. À quoi ressemble réellement un contrôle dans une crèche? Est-ce qu'on peut venir filmer dans votre crèche un contrôle de l'ONE? Nous demandons à le filmer. L'ONE, nous sommes de trouver un milieu d'accueil qui accepte notre caméra. Nous contactons des crèches, beaucoup de crèches. Aucune n'accepte. Les semaines passent, puis les mois. Après de longs échanges, un milieu d'accueil finit par nous ouvrir ses portes. Nous sommes à Uccle, dans une crèche communale de 36 places. Nous retrouvons David van der Kellen, coordinateur accueil ONE, pour un contrôle organisé pour notre tournage. Coucou. Voilà, comme ça, je suis pas trop grand. Dans cette crèche, vous ne verrez aucun enfant ou membre du personnel, car il nous a été demandé de ne pas les filmer. Moi, je viens faire une petite observation aujourd'hui. Je vais rester à peu près 30 minutes dans votre section. Après, j'irai chez les collègues, chez les grands, et on terminera par les bébés. Ce milieu d'accueil, il le connaît bien. La politique de l'ONE veut que les contrôleurs aient 2 casquettes. Ce sont eux aussi qui accompagnent les crèches tout au long de l'année. La première étape, c'est de prendre connaissance des lieux, voir un petit peu comment ça se passe, prendre la température.
Je me mets directement au niveau des enfants, comme ça c'est pas trop effrayant pour eux, je suis un peu à leur hauteur, ça me permet de voir aussi ce qu'ils voient. Premièrement, je vais regarder un petit peu l'ambiance générale. Je suis pas là pour voir la technicité, par exemple des soins, mais je vais plutôt m'attarder sur l'aspect relationnel, sur le lien qui est établi entre la puéricultrice et l'enfant. Voilà, merci beaucoup. Selon les règles de l'ONE, les coordinateurs peuvent annoncer leur venue ou décider de venir réaliser leur contrôle à l'improviste. On le réalise en général 2 à 3 fois par an. Mais ça peut être beaucoup plus souvent dans le sens où on peut venir pour d'autres raisons. On peut venir sur une plainte, on peut venir sur un accident, sur un suivi renforcé. Là, on peut venir 5 fois, 6 fois, même jusqu'à 10 fois par an aussi. C'est tout à fait possible aussi. C'est possible qu'on fasse une visite à 2, quand on a des situations un petit peu plus compliquées. C'est toujours bien de croiser les regards aussi. Alors ici, ce que je vérifie, c'est les dimensions des matelas par rapport aux dimensions du lit. Il faut que ce soit un matelas qui soit vraiment réglementaire, qui réponde aux normes européennes. Et je regarde aussi s'il n'y a pas d'objet qui pourrait obstruer les voies respiratoires pendant le sommeil. Oui, venez s'il Voilà. vous plaît, installez-vous. Merci. Voilà. Alors, voilà, donc tout se passe bien au niveau du positionnement des puéricultrices, une très bonne communication entre elles. J'ai vérifié aussi un des espaces repos des bébés. Oui. Il faudra juste voir si c'est nécessaire d'avoir autant de lits à tout moment, parce que c'est vrai qu'au centre, on a quand même 2 lits qui sont vraiment collés. Normalement, il est préférable de les différencier. Les visites, on trouve les très importants. C'est vrai que nous sommes bien accompagnés par la visite de M. Van der Kellen. Donc nous avons, oui, c'est une bonne relation que nous avons, une bonne collaboration, et donc ça se passe très bien. Le contrôle auquel nous avons assisté s'est déroulé sans encombre, dans la bienveillance et avec un regard attentif de la part du coordinateur. Mais lors de notre enquête, on nous a fait à de nombreuses reprises le récit de contrôles problématiques, le récit de relations difficiles entre direction de crèche et coordination de l'ONE. Sylvie en a fait la lourde expérience. Alors, la coordinatrice, c'est un peu comme un jeu de hasard. Avant d'avoir ma perle de coordinatrice, j'ai vécu 2 ans en enfer avec une autre coordinatrice. C'était catastrophique. Je devais vivre au gré de son humeur. Donc ça créait chez nous une espèce de stress. Et ce stress-là, elle s'y plaisait énormément. Si la relation entre coordinatrice et directrice peut parfois friser le harcèlement, à l'inverse, on nous a aussi pointé à plusieurs reprises une relation rapprochée entre les directrices et coordinatrices de l'ONE qui mettent à mal leur travail. C'est ce que dénoncent les parents de la crèche Nidou. Elles étaient très amies et donc la coordinatrice de l'ONE prévenait toujours de ses visites. Et lorsqu'elle venait faire une visite, c'était plus une visite de courtoisie, où elle prenait un petit café, où elle discutait posément. Pas une visite de contrôle. Et il n'y avait jamais de visite surprise. De son côté, la Ligue des familles aussi pointe en dysfonctionnement. On sait qu'on a en moyenne 2 visites par an par milieu d'accueil. Alors c'est une moyenne, donc c'est une grande moyenne, ce qui cache en fait pas mal de disparités. On réclame aussi que la mission de contrôle et la mission d'accompagnement soient scindées. Donc en fait, on pense qu'il y a vraiment une impossibilité concrète pour le professionnel qui réalise la visite s'il vient plutôt dans une logique d'accompagnement des équipes plutôt qu'une logique de contrôle. On part du principe qu'en tout cas, il y a un conflit de mission. L'ONE, si elle n'est pas transparente, si elle ne réalise pas un travail vraiment de suivi des milieux d'accueil, va perdre vraiment en légitimité auprès des parents. Et ça, c'est en fait inacceptable. Il faut vraiment que l'ONE ait plus de contrôle, peut-être plus de moyens aussi pour pouvoir suivre mieux les crèches, parce que c'est important. On laisse nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et c'est super important. Il faut qu'il y ait un bon suivi. Il faut qu'on soit sûr. Ces accusations qui pointent la responsabilité de l'ONE, nous en faisons état à Déborah de Wulf, l'administratrice générale. La Ligue des familles s'inquiète du fait que la personne qui contrôle et la personne qui accompagne soient la même personne. Pourquoi l'ONE fait le choix de maintenir
ce poste où la personne est juge et partie en même temps? Alors, je ne dirais pas juge et partie, et c'est un vrai choix, et nous l'assumons au sein de l'ONE. Je pense qu'effectivement, faire vivre un milieu d'accueil au quotidien, c'est loin d'être simple. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est qu'on puisse aussi créer une relation de confiance avec le milieu d'accueil, toujours dans une posture professionnelle, et de pouvoir dire aussi quand ça ne va pas. Je ne dis pas que c'est un métier simple, il faut aussi se rendre compte de la charge émotionnelle et de la charge de responsabilité sur nos travailleurs. C'est pour ça que nous les accompagnons notamment dans leur posture professionnelle, que nous les accompagnons en termes de formation continuée. Mais moi, je pense et je continue à croire que c'est important d'avoir une logique conjointe. Je pense que si on était uniquement sur une logique de contrôle, on aurait d'un côté les flics et d'un côté les accompagnants. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Non, je pense qu'on veut une logique d'accompagnement pour aller vers une amélioration continue des pratiques. Je voudrais vous parler du cas de la crèche Nidou, qui est une crèche qui a fermé en 2023. Là-bas, il y a eu pendant 13 ans plusieurs plaintes, donc de parents, de puéricultrices, de médecins auprès de l'ONE et rien ne s'est passé. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce cas particulier? Alors, les éléments que j'ai concernant la crèche du Nidou, c'est une première plainte en 2020 qui émane d'un médecin qui par ailleurs est parent. Et cette première plainte, en fait, elle donne lieu à un rapport. Et donc là, il y a un plan d'accompagnement qui est mis en œuvre et après plusieurs visites de l'ONE, la situation semble s'être normalisée et il n'y a plus de problème. En fait, regardez, on voit ici, donc c'est votre rapport, le rapport à destination du comité rédigé par l'ONE. On voit ici que les premières plaintes étaient à partir de 2010. Donc c'est indiqué dans ce rapport même que les premières plaintes datent de 13 ans avant la fermeture du milieu d'accueil. Vous n'aviez pas ces informations? Moi, j'ai le rétroacte du dossier à partir de 2020, une première plainte en 2010, une autre en 2018. Je suppose qu'entre-temps, il y a quand même eu des adaptations et un plan d'action. S'il y avait des constats, c'est toujours l'objectif de l'ONE, le rôle aussi de nos personnes qui effectuent ces contrôles, c'est de toujours proposer, en tout cas, une logique de plan d'action si des faits sont avérés problématiques, en tout cas. Mais ici, ça peut quand même sembler inquiétant, vous pouvez le comprendre, de se retrouver face à une crèche où il y a effectivement des problèmes depuis 13 ans, et l'ONE était tout courant, et rien ne s'est passé. En tout cas, la crèche était toujours ouverte. Moi, je ne dirais pas que rien ne s'est passé. Il y a eu des visites, il y a certainement eu des plans d'accompagnement. Moi, dans ma connaissance du dossier, il y avait des éléments en 2020. Il y a eu un plan d'accompagnement avec un suivi renforcé qui aurait porté ses fruits. Et puis après, il y a des nouvelles plaintes en 2023. Et dès 2023, on n'a pas le temps de prendre une décision de retrait éventuel. La directrice du milieu d'accueil décide de ne pas le réouvrir. Et puis le dossier part à l'instruction judiciaire. Mais si ça se passe là, est-ce que ça se passe dans d'autres milieux d'accueil? Alors, j'ai envie de vous dire que non. Je pense qu'on a des règles et des balises qui sont quand même assez fortes et assez présentes. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Face au constat que nous dressons depuis le début de l'enquête, une question logique se pose à présent. Comment améliorer la situation? La première piste serait de faire de la petite enfance une vraie priorité et d'y investir plus d'argent public. Pour aller voir de plus près cette solution, on vous emmène prendre un peu l'air. Direction le nord de l'Italie. Nous sommes à Reggio Emilia, une ville de 170 000 habitants, non loin de Bologne. Dans ce milieu d'accueil situé dans un quartier populaire, nous découvrons un univers de l'enfance à part. Un lieu graphique, coloré, où il n'y a pas de barrière. Ici, les puéricultrices ont le temps de jouer avec les enfants. Le personnel de la cuisine participe activement à la vie de la crèche. Dans ce milieu d'accueil, pas de jouets traditionnels, mais des jeux de lumière et des objets qui permettent aux enfants d'explorer à chaque instant leur créativité. Elena Macciaferri est directrice de plusieurs établissements depuis plus de 20 ans. Les neurosciences nous apprennent aujourd'hui que les 6 premières années de la vie sont fondamentales. C'est une période où les connexions sont à leur apogée. Et donc, ce sont les années où se structure une certaine conception des relations et du vivre ensemble. La relation est au centre, l'apprentissage par la relation. Alors comment apprend-on? À travers une pluralité de langages.
Il s'agit donc d'une pédagogie qui place la culture de l'atelier au cœur du processus. Ça permet ainsi d'apprendre à travers de multiples langages. Car même le langage verbal est constamment nourri par les systèmes symboliques de tous les langages. L'argile, la peinture, la couleur, le son, la musique. Ça place le corps au centre comme dimension de l'apprentissage. C'est pourquoi nous pensons que la culture de l'atelier pédagogique est aussi politique, car elle place au centre le droit de chaque individu d'apprendre non pas d'une seule manière, mais de multiples façons. De construire un langage riche dès la petite enfance, dès l'âge de 3 mois. Cette pédagogie est née en période d'après-guerre. La population de la ville de Reggio Emilia, traumatisée par le fascisme, a fait le choix d'investir dans l'éducation des tout-petits pour faire renaître la démocratie. Depuis lors, la commune investit 13% de son budget dans la petite enfance. Marwa Mahmoud est l'échevine en charge de cette matière. Il s'agit d'un investissement important, à tel point qu'au niveau local, nous avons une séance spécifique du conseil municipal qui traite du budget de la petite enfance, qui est différent du budget de la municipalité. En fait, c'est le seul service qui revêt une telle importance. Mais pour nous, il est tout aussi vrai qu'il faut essayer de le protéger, de le préserver, car l'éducation est l'avenir de notre ville. La politique doit parfois faire des choix. Et décider de rester vigilant et d'investir dans ce domaine, c'est aussi donner de la dignité et avoir la conviction que vous ne laissez personne de côté. Et si vous investissez dans l'école, dans l'éducation, vous investissez également dans la sécurité de votre ville. Si vous investissez dans ce domaine, en réalité, vous investissez également dans la cohésion sociale de votre ville à travers votre participation dans le secteur de la petite enfance. Dans la ville, un peu plus de 6 bébés sur 10 ont une place en crèche. Ici, les parents payent un prix abordable en fonction de leur salaire. Claudia vient du sud de l'Italie, où l'offre des milieux d'accueil est bien différente. Lorsque nous avons déménagé ici, nous avons découvert que la réalité des crèches est une réalité bien ancrée. Cela fait partie intégrante de la culture de Reggio Emilia. Au début, nous étions préoccupés, car n'ayant pas de grands-parents ici, nous nous demandions « Bon, cet enfant grandit, nous devons aller travailler, que faire ?» Donc au départ, c'était une nécessité, mais nous avons ensuite réalisé que c'était une opportunité d'éducation et d'épanouissement pour nos enfants. Tous ces investissements ont un coût. À Reggio Emilia, 23 millions d'euros sont consacrés chaque année à la petite enfance. Quitte à faire des économies ailleurs, ce choix est largement assumé. En Belgique, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de réduire le budget de la petite enfance. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je me demande à quels investissements ils comptaient allouer ces millions, car il me semble peu visionnaire de réduire les budgets de l'éducation et de la petite enfance aujourd'hui. Car pour moi, c'est un aspect important de la politique, de l'avenir et de notre ville, non seulement en matière d'éducation, mais surtout en termes de participation, de démocratie et de cohésion sociale. Investir dans la petite enfance et l'éducation, c'est investir non seulement dans les enfants, mais aussi dans leur famille. L'école est aujourd'hui le dernier bastion de la démocratie. E la scuola oggi è rimasto l'ultimo baluardo di democrazia. Ce modèle italien n'est pas le seul moyen pour améliorer la situation de nos crèches. Un autre serait de faire appel au privé pour investir dans nos milieux d'accueil. Cette solution a été adoptée en France notamment. Là-bas, des entreprises de crèches ont vu le jour ces dernières années. Le problème est que ces groupes voient dans la petite enfance non pas un lieu d'accueil, mais un marché. People and Baby, Babylou, les petits chaperons rouges ou encore la Maison Bleue. Des noms rassurants, mais qui cachent un modèle de marchandisation.
Des entreprises de crèches créées par des patrons venus de la finance, de l'informatique ou de la communication voient le jour un peu partout en Europe. Résultat, moins de personnel et des économies sur le quotidien des bébés. Une logique de rentabilité qui s'infiltre. En Fédération Wallonie-Bruxelles, une digue existe. Les crèches doivent obligatoirement être des associations sans but lucratif. Mais en Flandre, il n'y a pas de barrière. Des groupes comme Babylou y ont déjà ouvert plusieurs crèches avec l'aval des autorités. L'enseigne est aussi présente à Bruxelles. La question se pose, ce qui s'est produit en France est en train d'arriver chez nous aussi. Dans le quartier du Canal, nous retrouvons Françoise Vermersch, permanente syndicale pour le 7K côté flamand. Elle s'inquiète de l'expansion de ces gros groupes. On est ici parce qu'on est dans un nouveau quartier de Bruxelles. Et dans ce quartier, par exemple, ici, juste là, il y a la crèche Babylou qui est venue s'installer au moment où le quartier a été fait. Et c'est un peu un symbole un peu de ce qui se passe sur Bruxelles. Dans la capitale, le pendant flamand de l'ONE a dégagé il y a peu un budget pour la création de nouvelles places en crèche. Il y avait pour Bruxelles 450 places subventionnées où les parents payent selon le revenu. Et il y a un seul joueur qui a réussi à avoir toutes ces places. Et ce joueur, c'est Babylou. Babylou a de bons contacts avec les promoteurs immobiliers. Ils ont leur couverture mondiale, ils sont dans les réseaux. Babylou Belgique, ils font partie d'un groupe qui va jusqu'à Singapour. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Hein. Babylou prend ainsi la place de petites ASBL locales qui n'ont pas le même poids. En quelques années, le géant des crèches a triplé de volume chez nous. À terme, son but est celui de faire de l'argent pour verser des dividendes à des actionnaire. Avec le modèle de subvention flamand, il y a moyen de dégager de l'argent pour avancer. Donc c'est grâce à l'argent public? Oui, c'est grâce à l'argent public. C'est purement l'argent public qui permet ça. Nous avons contacté le groupe Babylou Belgium qui a refusé notre demande d'interview. Mais dans le paysage des entreprises de crèches, il y a d'autres groupes aux pratiques plus problématiques qui frappent aussi à nos portes. Natasha Verstraeten est présidente de la FIL, la Fédération des initiatives locales pour l'enfance, qui coordonne plusieurs centaines de milieux d'accueil subventionnés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle s'inquiète de l'expansion de ces grands groupes partout en Europe. Inévitablement, certains pensent que le privé sait faire mieux avec moins cher, ce qui n'est pas vrai, hein, et on le voit dans d'autres secteurs. On l'a vu aussi pour les aînés, hein, la problématique est un petit peu la même. Et on en arrive à quoi? À ce qu'il y ait des financements publics qui arrivent pour faire fonctionner des structures qui vont après donner des dividendes à des actionnaires. Or, ça a un coût, l'accueil de l'enfant. Si on le fait correctement, ce n'est pas bénéficiaire. Comment est-ce que ces entreprises-là vont faire pour générer de l'argent dans un milieu où, a priori, c'est pas possible? Il n'y a pas des centaines de manières. Hein. Donc, mettre du personnel qui n'est pas qualifié, qui est en stage, qui n'est pas, et donc qui ne va pas être rémunéré, ça permet de gagner de l'argent sur le personnel, ne pas remplacer quand il y a du personnel absent. Ça peut être rogné sur la qualité de ce qui est offert aussi. On va dire, non, on ne change que 2 fois par jour, ça permet d'économiser autant. Ce sont des logique marchande. Une logique marchande pour accueillir tous les publics vulnérables, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Frédéric Groux l'a constaté en France, là où ces gros groupes sont implantés, parfois, la logique marchande n'a pas de limite. Là, on sait que depuis quasiment plus de 15 ans, il y a des dérives dans les entreprises de crèches privées. C'est dénoncé déjà par les professionnels, déjà depuis très longtemps. Ils ont promis à certaines directions que s'ils baissaient certains chiffres, les couches, l'alimentation, qu'ils allaient avoir des primes. Des fois, c'est des voyages. À une époque, c'était des primes en argent. Et du coup, vous avez eu des dérives très graves de professionnels qui étaient en direction de crèche, qui ont diminué énormément les repas. Donc, par exemple, vous aviez 10 enfants, au lieu de commander 10 repas, ils allaient en commander juste 5
C'est-à-dire qu'ils allaient estimer que les enfants allaient manger moins. Là, pour avoir 15 ans d'expérience en crèche, on ne peut pas prévoir les repas qui vont marcher ou est-ce que les enfants vont manger ou pas. C'est impossible. En Fédération Wallonie-Bruxelles, en 2019, une réforme appelée MILAC a mis en place différentes balises qui ont permis de bloquer le développement de ces groupes. Cependant, les membres du secteur subventionné s'accordent pour dire que rien n'est acquis. Pour le moment, on est dans une période d'économie. Il y a des risques que certains pensent quand même que ça pourrait être une solution, alors que ça n'en est pas une. Parce que le pas est vite pris. Si à un moment donné, le gouvernement décidait d'assouplir un petit peu, parce qu'il suffit de ça, d'assouplir un petit peu certaines normes, et dès qu'il y en a certains qui vont voir, mais peut-être que comme ça, il y a moyen de faire du profit, ils vont s'engouffrer dedans. Donc, il faut être hyper vigilant. Depuis le début de notre enquête, nous avons accumulé les constats, les témoignages, les chiffres. Alors, nous avons rassemblé tous ces éléments. Manque de place, de moyens, de temps. Une poussette pleine avec le poids du secteur tout entier. Après plusieurs mois d'enquête, face à ce milieu au bord de la rupture, le fil de notre chemin nous amène là où les décisions se prennent. Nous avons rendez-vous avec Valérie Lescrenier, ministre de la Petite Enfance. Madame la ministre, comment qualifieriez-vous la situation dans les crèches en Fédération Wallonie-Bruxelles? Est-ce qu'elles sont en bonne santé? Alors la situation, elle est évidemment inquiétante. C'est la raison pour laquelle les deux gouvernements dans lesquels je suis, donc en Région Wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a fait de cet enjeu des milieux d'accueil, et pas que les crèches, parce que les milieux d'accueil, ce sont les crèches, mais c'est aussi les accueillantes, ce sont les co-accueils. On en a fait une priorité. Alors cela va passer par plusieurs éléments. D'une part, le fait d'arrêter de perdre des places en sauvant les milieux d'accueil existants, et puis de manière parallèle en travaillant à la création de nouvelles places. Alors vous dites que la situation est inquiétante, pourtant votre gouvernement a décidé de couper dans le budget. 74 millions d'euros, c'est pas rien. 74 millions d'euros, c'est pas rien, mais je peux peut-être les décortiquer devant vous. Comme c'est un peu technique, on va s'en charger. Une enveloppe de 106 millions d'euros à destination du secteur de la petite enfance était prévue par le gouvernement précédent. Seuls 43 millions d'euros ont finalement été dépensés par le gouvernement actuel pour refinancer l'ONE. Le gouvernement a ainsi fait une épargne de 63 millions. Ajoutant à cela 11 millions d'euros d'économies supplémentaires, notamment suite à la non-indexation des subsides octroyés aux crèches. Ce qui nous fait un total de 74 millions d'argent économisés sur un budget initial de 106 millions. Effectivement, il y a 106 millions d'économies qui sont comptabilisées, mais depuis le début de la législature, et le secteur le sait, je l'ai dit à chaque fois qu'on les a rencontrés, nous n'avions pas ce montant. Votre objectif, c'est de créer 5000 places d'ici 2030. Comment vous allez faire? Alors, l'objectif est effectivement d'autoriser 5000 nouvelles places sur cette législature. Ça passe par différents éléments. D'une part, la concrétisation du plan équilibre qui prévoit 3100 nouvelles places en Wallonie. Deuxième élément, c'est travailler à ne pas perdre des nouvelles places. Les 5 dernières années, on a injecté à l'ONE 250 millions complémentaires et dans un même temps, on a perdu 1700 places. Moi, je ne peux pas continuer le train s'emballer de la sorte. Et on doit effectivement, aujourd'hui, changer le modèle sans pour autant brader ni la qualité, ni l'accessibilité à nos milieux d'accueil. Suite à la colère du secteur face aux restrictions budgétaires, le gouvernement a décidé d'octroyer 200 € supplémentaires par an par enfant en crèche. Après toutes ces rencontres, ces voix, ces constats parfois lourds et ces pistes de solutions, et même s'il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, notre enquête touche à sa fin. Et nous avons choisi de la clôturer ici, au cœur de la campagne ardennaise, dans une crèche où, aujourd'hui, une autre histoire se termine, celle d'Achille, 2 ans et demi. Oui.
Dans quelques jours, un nouveau monde l'attend, l'école maternelle. Les gestes sont simples, mais ils ont un goût particulier. C'est là ta veste. Waouh. Comme si l'on voulait retenir l'instant. Pour Clara et Shaima, les deux puéricultrices qui ont accompagné Achille pendant plus de 2 ans, c'est un moment fort en émotion. Et c'est important pour elles qu'Achille profite de cette dernière journée. Ça nous fait un petit passement au cœur parce qu'on l'a vu évoluer, on l'a vu changer, on l'a vu grandir. Donc c'est vrai que de le voir partir, ça nous fait un petit passement au cœur, mais on sait que c'est pour du meilleur. Donc voilà. Tu viens dans les bras un petit peu? Elles auront été là à ses premiers pas, ses premières chutes et ses premières découvertes. Grâce à l'amour qu'elles mettent dans leur travail, elles lui auront donné toutes les armes pour qu'il puisse prendre son envol. En fin de journée, sa maman vient le chercher pour la dernière fois. Et mon chéri? Ça va? Bonjour. Tu viens? Tu vas? Ouais. Salut mon chat. T'as passé une bonne journée? Ah, tu veux t'asseoir là? Oui, comme d'habitude. Mais oui. Ça a été super, maman. Ils ont été toute la journée dehors aujourd'hui. Super. Une belle journée comme à l'habitude, ça, mon chéri? L'heure est venue de se dire au revoir, merci et d'échanger quelques cadeaux. Oui, c'est vrai en plus. Ça a été bien, ça? Super. Mais nous aussi, on a un petit cadeau pour Achille. Regarde. Merci. Tu feras. Je m'attendais pas à ça. Waouh. Plein de petits. C'est beau, c'est qui ça? C'est Achillou. Oui. Pardon? Pas de soucis, c'est normal. Je suis désolée. Une page se tourne et ça n'est pas sans émotion. On est content qu'il rentre à l'école. Il est très fier parce que c'est devenu un grand petit garçon. Mais je me rends bien compte que c'est une période de douceur, de tendresse et de bienveillance qui se termine. Alors c'est un petit peu difficile. Mais on garde un très très bon souvenir et on espère qu'il s'en rappellera un tout petit peu. Ça fait un gros câlin? Ouais. Amuse-toi bien à l'école. Ouais, amuse-toi bien. Mon gros. Tu me fais un bisou? Ouais, allez. Bravo. Il s'en va, Achille, il s'en va. Hop là. Hop là. Si pour Achille et sa maman, cet au revoir est un moment singulier, pour les puéricultrices et les directrices des milieux d'accueil, voir partir les enfants, cela fait partie du métier. Un immense merci à vous, adorables puéricultrices. Merci pour votre bienveillance, votre patience et tout l'amour que vous avez donné à Achille. On vous confie. Ça fait plaisir parce qu'en fait, c'est un travail accompli, mais on sait que c'est agréable aussi parce qu'ils vont commencer l'école en janvier et après une semaine, ils ne sauront plus que nous, on était là. Mais c'est comme ça et voilà, quand on a les petits mots, nous, on garde tout ça dans notre cœur.